Donc on va passer au dossier numéro 3. Donc on passe à une femme, Madame F, 57 ans, qui vous consulte pour la découverte d'un nodule dans son sein droit. Donc comme antécédent, elle a fait une phlébite du membre inférieur droit il y a 10 ans. C'est une patiente qui a une hypercholestérolémie pour laquelle elle prend une statine depuis 4 ans. Donc elle est ménopausée depuis 6 ans. Donc on ne sait pas si elle prend un THS ou pas. Donc il ne faudra pas oublier d'en parler à un moment ou à un autre. Son dernier frottis date de 3 ans et elle n'a pas fait de mammo de dépistage, ce qui n'est pas bien. Elle n'a qu'un seul enfant de 20 ans, travaille comme cadre dans une banque, elle ne fume pas, elle n'a pas d'allergie. Son médecin lui a fait réaliser une mammographie en ville qui retrouve donc une opacité du QS droit, donc dense, spiculé, classé ACR5, sans autres anomalies, confirmées par l'échographie. Donc cette patiente, elle présente des facteurs de risque de cancer du sein. Donc au niveau hormonal, c'est la nulliparité ou la pauciparité. Elle a eu qu'un seul enfant il y a 20 ans. Ensuite, au niveau socio-économique, on ne sait pas s'il y a des antécédents familiaux. Voilà. Et donc à la mammographie, il y a des signes de malignité. C'est une opacité qui est dense et spiculée. Donc, première question, on nous demande de compléter notre examen clinique. Donc, l'examen clinique, c'est toujours l'interrogatoire et l'examen physique. Donc là, il fallait rechercher d'autres facteurs de risque de cancer du sein parce qu'il nous en manquait quand même pas mal. Donc déjà, commencer par rechercher des antécédents personnels ou familiaux, donc de cancer du sein, de cancer de l'ovaire. Ensuite, des facteurs de risque hormonaux avec la date des premières règles. La ménopause, bon là on connaissait la date, et est-ce qu'elle a allaité ou pas son seul enfant. Ce qui est très important, comme on le disait tout à l'heure, c'est de lui demander si elle prend un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Ensuite, comme dans tout dossier de cancéro, l'altération de l'état général et quantifier son score OMS. Donc ensuite, on va réaliser un examen clinique. Donc en scénologie, toujours un examen qui sera bilatéral comparatif et on réalise un schéma daté signé. Donc on va mesurer la taille du nodule. Dans la classification TNM, c'est la taille clinique. Donc c'est pour déterminer la classification TNM. Le localiser et rechercher une adhérence cutanée et au grand dorsal. Donc rechercher l'adhérence au grand dorsal, c'est par la manœuvre de Tillot. Rechercher si c'est un cancer qui est inflammatoire, donc on va rechercher des signes inflammatoires locaux, un placard inflammatoire, un aspect peau d'orange. Toujours regarder le mamelon, rechercher un écoulement, un mamelon qui est rétracté. Donc ça c'est pour le local. Ensuite on va rechercher une extension loco-régionale avec recherche d'adénopathie, donc au niveau axillaire susclave. Dans le cancer du sein, dans la classification TNM, on veut savoir si les adénopathies elles sont mobiles ou si elles sont fixées. Et enfin, on va rechercher une localisation à distance avec rechercher des métastases osseuses. Donc pour le cancer du sein, on va rechercher des métastases qui sont osseuses, qui sont hépatiques et qui sont pulmonaires. Donc un cancer du sein, on fait un examen gynéco pour rechercher un cancer de l'ovaire. Et puis cette patiente, elle n'a pas fait de frottis depuis plus de 3 ans, donc on lui fait son frottis. Voilà pour l'examen clinique. Donc là, je vous ai rappelé ce que c'était que le score OMS. Donc OMS 0, c'est une patiente qui a une activité physique normale. OMS 1, c'est une patiente qui a des activités qui sont limitées mais qui peut continuer de travailler. OMS 2, la patiente ne peut plus travailler, mais elle est alitée moins de 50% du temps. OMS 3, elle est alitée plus de 50% du temps. Et OMS 4, c'est le patient qui est gravataire. Donc, deuxième rappel, les signes de malignité à la mammo et à l'écho. Donc, à la mammo, l'opacité qui est dense, donc comme ici spiculée et stellaire. Une opacité qui est plus petite que la masse palpée et le halo péritumoral, donc c'est l'œdème. Au niveau de l'échographie, c'est une image qui est hypoéchogène, hétérogène, avec un grand axe perpendiculaire à la peau et le condom postérieur. Donc toujours faire une mammo. La mammo diagnostique, elle n'est pas 2 incidences comme pour le dépistage, mais elle est 3 incidences. Elle est toujours bilatérale et comparative.
et toujours l'échographie pour confirmer. Donc, comment est-ce qu'on va obtenir le diagnostic histologique de certitude et quelles informations précises on attend donc du compte-rendu ANAPAT? Donc là, on a un nodule, donc on va faire une ponction biopsie du nodule, donc plus ou moins sous écho, et on voit un ANAPAT. Donc il n'y a pas d'indication à réaliser de macrobiopsie ou de mammotome, parce que là, on a un nodule palpable. Les macrobiopsies, c'est dans le cadre des microcalcifications surtout. Donc qu'est-ce qu'on en attend? Du compte-rendu ANAPAT, on veut donc le type histologique. Est-ce que c'est un canalaire ou un carcinome lobulaire? Les récepteurs hormonaux, donc récepteurs à la progestérone et récepteurs à l'œstradiol, le statut HER2 et le grade histopronostique de Scarf, Bloom et Richardson. Donc c'est soit 1, soit 2, soit 3. Ensuite, les autres choses qu'on attend du compte-rendu ANAPAT, c'est l'index mitotique et la présence d'emboles périvasculaires. Donc tout ça, c'est pour évaluer le pronostic en fait de la tumeur. Le diagnostic de cancer canalaire infiltrant du sein de 2,5 cm est retenu. Donc là, ça nous fait un T2, parce qu'elle est comprise entre 2 et 5 cm. Il n'y a pas d'adénopathie, donc N0. Et la radiothorax et l'échographie hépatique ne retrouvent pas d'anomalie. Donc, un cancer du sein sans suspicion de cancer du sein, le bilan d'extension, c'est la radiothorax et l'échographie hépatique. La scintille osseuse, elle sera réalisée que sur point d'appel. Et le dosage du CA15-3, qui n'est pas utile au diagnostic, mais qui peut être utile pour le suivi. Donc, quel est ici le stade de ce cancer et quelle est la prise en charge thérapeutique qu'on va lui proposer? Donc ici, on a un cancer qui est donc, comme on l'a vu, T2, N0, M0. Le petit c parce que c'est le statut obtenu cliniquement. Donc les grandes lignes thérapeutiques. On va faire la consultation d'annonce, comme dans tout dossier de cancéro, une réunion de concertation pluridisciplinaire pour la décision thérapeutique. Là, c'est un cancer qui est localisé, donc on va proposer un traitement qui sera curatif. Donc les grandes lignes, c'est on va commencer par un traitement chirurgical. Donc ici, on a un cancer qui fait moins de 3 cm. On va proposer donc une tumorectomie. Par contre, le cancer fait plus de 2 cm, donc on va faire systématiquement le curage. On ne proposera pas de ganglion sentinelle compte tenu de la taille. Ensuite, on fera une radiothérapie du lit tumoral. Attention, on ne fait pas radiothérapie du creux axillaire après curage parce que ça augmente le risque de complications et de lymphœdème. Ensuite, il faudra discuter la chimiothérapie en cas de facteurs de mauvais pronostic. Donc les facteurs de mauvais pronostic, c'est l'âge inférieur à 35 ans, donc c'est ce qui n'est pas son cas. Les tumeurs qui sont triple négatives, c'est-à-dire qui n'expriment aucun récepteur hormonaux. Les tumeurs qui sont SBR3. Les tumeurs qui font plus de 3 cm. Et c'est principalement ça. Après, il y a d'autres marqueurs comme les index mitotiques élevés et la présence d'emboles. Et bien sûr, les tumeurs qui sont N+. On proposera ensuite une hormonothérapie. Donc cette patiente, elle est ménopausée, donc ce sera des anti-aromatases pendant 5 ans. Et si jamais elle surexprime HER2, on proposera un traitement par Herceptine après échographie cardiaque pendant 1 an. Donc ensuite, en cancéro, le traitement de support. Donc si on décide d'une chimiothérapie ou un traitement par Herceptine, il faudra lui poser un PAC, prise en charge à 100%, le soutien psy, les antalgiques. Donc le cancer du sein, c'est un cancer qui est hormonodépendant, donc il ne faudra pas oublier de lui contre-indiquer à vie son traitement hormonal substitutif et de l'arrêter à fortiori s'il en a un. Et proposer une surveillance à vie. Donc la surveillance en traitement qui a été traité, c'est tous les 6 mois pendant 5 ans, puis tous les ans à vie, et une mammographie annuelle, à vie, bilatérale. Donc là, je vous ai remis en rappel les différents traitements donc, du cancer du sein. Donc un T inférieur à 3 cm, on pourra proposer dans tous les cas une tumorectomie. Donc moins de 2 cm N-, on pourra proposer le ganglion sentinelle avec envoi en extemporané. Si le ganglion sentinelle est négatif, on ne fait rien. Si le ganglion sentinelle positif, on fait le curage.
Et en cas de tumeur de plus de 2 cm et N ou N+, là c'est curage axillaire d'emblée. Pour toutes les tumeurs de plus de 3 cm, on proposera donc soit la mastectomie d'emblée avec le curage, soit la chimiothérapie néoadjuvante de réduction tumorale. Et en cas de bonne réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, la tumorectomie. Donc on la perd de vue, elle revient 4 ans plus tard. Donc entre-temps, elle a pris du tamoxifène pendant 1 an. Donc du tamoxifène, c'est des anti-œstrogènes. Elle vient donc là parce qu'il y a une altération de l'état général et des douleurs osseuses diffuses. Il y a des adénopathies axillaires bilatérales et un CA15-3 qui est élevé à 120. Donc là, cette patiente, elle revient donc avec une évolution loco-régionale parce qu'elle a des adénopathies et probablement des métastases osseuses. Donc on vous demandait en question 4 de critiquer la prescription de tamoxifène. Donc ici, le tamoxifène, il n'était pas indiqué chez cette patiente parce qu'elle était ménopausée. Patiente ménopausée, on préférera les anti-aromatases, sauf en cas d'intolérance aux anti-aromatases. Et en plus, cette patiente, elle avait une contre-indication au TAM parce qu'elle avait un antécédent de phlébite. Et puis la durée, elle n'était pas consensuelle, on ne traite pas pendant 1 an, l'hormonothérapie c'est pendant 5 ans après cancer du sein. Donc, qu'est-ce qu'on va demander comme bilan paraclinique devant cette patiente qui a probablement une récidive loco-régionale et des métastases osseuses? Donc là, on va faire un bilan d'extension complet. Donc déjà, on va refaire une mammo et une échographie pour rechercher une récidive locale au niveau du sein ou une récidive contralatérale. Ensuite, on va faire un scanner thoraco-abdominopelvien sans et avec injection de produits de contraste pour rechercher des métastases viscérales. Donc le sein, ça métastase au poumon et au foie. Ensuite, on va faire une scintigraphie osseuse. Donc la patiente, elle se plaint de douleurs osseuses, donc c'est tout à fait justifié. Et la scintille est systématiquement complétée par les radios des régions qui fixent. Ensuite, au niveau biologique, on va demander un bilan phosphocalcique parce que cette patiente, elle a donc probablement des métastases osseuses, donc elle est à risque d'être en hypercalcémie. Un bilan hépatique en cas de métastase hépatique. Bon, le CA15-3, on nous le donnait en fait. Et donc là, on a une récidive à distance. On voit quand même un diagnostic anapathe. Donc, avant de commencer un traitement, donc soit on fera une ponction de biopsie de métastase. Là, la patiente, elle avait des adénopathies axillaires, donc c'est biopsiable assez facilement. Voilà. Donc, c'est quand même bien de ne pas oublier ça. Hein. Confirmer que c'est bien le même cancer qui récidive et pas un autre. Surtout qu'on sait que les femmes qui ont des cancers du sein, elles peuvent perdre l'expression des récepteurs hormonaux ou au contraire gagner l'expression de la HER2. Donc on veut toujours une confirmation anapathe de la récidive. Donc ensuite, on vous donnait en question 6 deux examens à interpréter. Donc le premier, on avait un scanner thoracique. Donc c'est un scanner thoracique avec injection de produit de contraste. Hein. On voit le produit de contraste dans le cœur, en fenêtre parenchymateuse. Donc, ce qu'on voyait ici, c'est qu'il y avait donc des multiples images. Donc, ici, donc de densité plutôt tissulaire, donc qui étaient hyper denses, qui sont bien limitées à bord net. Donc, il y en a une au niveau du lobe supérieur, il y en a une ici en périhilaire. On voit qu'il n'y a pas d'épanchement pleural. Sur cette coupe, il n'y en a pas au niveau du lobe droit, du poumon gauche, pardon. Donc ça, c'est très évocateur de métastases pulmonaires multiples. Donc la deuxième coupe, c'était une coupe hépatique, donc au temps portal. Là, on voit la prise de contraste ici des vaisseaux portaux, pardon. Et donc, on voit de multiples métastases donc, qui sont hypodenses. Ici, 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 qui touchent donc les 2 lobes du foie. Donc c'est des images qui sont hypodenses, qui sont non rehaussées par la prise par le produit de contraste au temps portable. Et donc ça, c'est très évocateur de métastases hépatiques. Le fait que ce soit bien limité, que ce soit tissulaire et que ce soit multiple aussi.
À noter qu'ici, on voit quand même qu'il y a un aspect hyperlytique de la vertèbre. Donc ça, c'est aussi en faveur d'une métastase rachidienne du cancer. Hein. Au niveau de la rate, on ne voit rien. Donc il ne faut pas oublier sur les scanners de regarder l'os. Donc la conclusion, on conclut toujours quand on a un examen interprété. Il y a donc des métastases qui sont multiples, hépatiques, osseuses et pulmonaires, donc de son cancer du sein. Donc on va débuter chez cette patiente une chimiothérapie à base d'anthracycline, donc l'épirubicine. Le protocole de chimiothérapie qu'on utilise dans le cancer du sein, c'est le FEC. En curatif, et on peut l'utiliser en palliatif s'il n'a pas été utilisé. Donc c'est le 5-FU, l'épirubicine, donc une anthracycline, et le cyclophosphamide, l'endoxan. Donc là, on vous demande d'expliquer à la patiente le traitement par anthracycline. Donc le traitement, il sera bien sûr expliqué au cours d'une consultation d'annonce. Donc je pense que ce n'est pas la peine dans cette question de détailler toute la consultation d'annonce. Donc il faut lui dire que c'est un traitement à visée palliative. Donc là, cette patiente, il faut lui dire qu'on ne pourra pas la guérir. Lui dire que c'est un traitement qui se fait par voie intraveineuse, donc qui nécessitera la pose d'une chambre implantable. On va l'informer des effets secondaires attendus. Donc l'aplasie avec le risque d'anémie, de thrombopénie, le risque d'aplasie fébrile, donc un risque infectieux qui est élevé en cas de chimiothérapie. Il faut bien sûr lui dire qu'elle va perdre ses cheveux, donc l'alopécie, et aussi les toxicités digestives, donc les nausées, les vomissements, la mucite. Voilà, nausées, vomissements. Ensuite, les anthracyclines, ça a une toxicité cardiaque, donc il faudra bien sûr lui dire qu'elle a un risque d'insuffisance cardiaque à long terme, et lui détailler aussi la surveillance. Donc après l'anthracycline, il faut une NFS hebdomadaire, donc c'est surtout pour regarder les globules blancs, et systématique en cas de fièvre. Il faudra bien la prévenir qu'elle doit surveiller sa température et faire une ETT avant et après traitement pour la surveillance de l'insuffisance cardiaque. Bien sûr, on proposera un soutien psychologique. Donc voilà, elle revient 10 jours après la première cure parce qu'elle a 39,5. Donc bien sûr, 10 jours après, c'est pendant le nadir, donc c'est pile au moment où les globules blancs ne sont pas là. Donc quelle est la conduite à tenir à visée diagnostique? Donc là, chez cette patiente, ce qu'on suspecte, c'est une neutropénie fébrile. Donc à l'examen clinique, à l'interrogatoire, on va rechercher le dernier résultat de sa NFS. Parce que comme elle est en train de faire toutes les semaines, elle en a peut-être une récente. Ensuite, devant tout syndrome fébrile, on va éliminer des signes de choc, éliminer des signes de sepsis sévère, donc une hypotension inférieure à 90 mm de mercure de systolique, une tachycardie, rechercher des marbrures, une oligurie. Ensuite, on va faire un bilan infectieux, on va rechercher un foyer infectieux. Donc, très important, les patients qui ont des PAC, on regarde leur PAC, on cherche des signes inflammatoires locaux. Est-ce qu'il n'y a pas un écoulement purulent au niveau de son PAC? Les patients qui sont en agranulocytose, on examine leur périnée à la recherche d'abcès. On recherche une mucite, des signes fonctionnels urinaires, une toux, des crachats pour un foyer pulmonaire. Ensuite, au niveau paraclinique, donc la question c'était la démarche diagnostique, donc clinique et paraclinique. On va donc faire NFS plaquettes pour le diagnostic de neutropénie. Et donc la granulocytose, c'est des PNN qui sont à moins de 500. On va faire des hémocultures avant tout antibiothérapie, donc en périphérique et surtout pas les oublier sur le PAC. Ensuite, le CBU, pas de BU en cas de neutropénie, il n'y aura pas de locaux. Le prélèvement de toute porte d'entrée, qu'on aurait retrouvé à l'examen clinique en cas de localisation cutanée, on peut faire des prélèvements. S'il y a quelque chose au niveau du périnée aussi. Et une radio de thorax. Donc ça, c'est le bilan qui est le même dans la question à granulocytose médicamenteuse. Hein, c'est le bilan à réaliser systématiquement devant une absence de PNN. Donc, quelle est notre prise en charge thérapeutique maintenant en urgence? Donc, oui, donc c'est une urgence thérapeutique. On va hospitaliser le patient avec une mise en condition. Donc on va le mettre en isolement protecteur.
On va lui mettre une voie veineuse périphérique. En cas de suspicion d'infection au niveau du PAC, il ne faut pas oublier d'arrêter d'utiliser le PAC. On va débuter une antibiothérapie IV qui va être probabiliste et qui sera débutée dès les émocs prélevés. Il n'y a rien qui doit retarder l'antibiothérapie. Donc on va mettre une antibiothérapie à large spectre qui sera active sur les BGN, le staph si on a un point d'appel cutané et Pseudomonas. La durée de l'antibiothérapie, elle dépend de la durée de l'aplasie en fait. En principe, à partir du moment où le patient est apyrétique, qu'il est sorti d'aplasie, on pourra l'arrêter. Donc, quelle antibiothérapie est-ce qu'on peut utiliser? Donc, en gros, devant une aplasie fébrile post-chimiothérapie, c'est des aplasies qui sont de courte durée, donc moins d'une semaine. Donc, ce qu'on recommande, c'est une uréidopénicilline type tazocilline en monothérapie. À partir du moment où le patient il aura des signes de sepsis sévère, on pourra adjoindre un aminoside après contrôle de la fonction rénale. Et la vanco, c'est en cas de point d'appel cutané ou si persistance de la fièvre à 48 heures. Pas oublier de détailler la surveillance. Donc la surveillance clinique avec la température, les signes de choc et paraclinique avec une NFS plaquette quotidienne pour surveiller la sortie de l'aplasie. Les facteurs de croissance des GCSF, ce n'est pas indiqué dans le traitement curatif. Par contre, il faudra y penser si on nous le demandait à la prochaine cure en prévention de la récidive. Mais ça n'a pas l'AMM en traitement curatif. Donc voilà, donc, le dépistage du cancer du sein, pour conclure, c'est donc chez toutes les femmes de 50 à 74 ans. C'est par réalisation d'une mammographie tous les 2 ans, 2 incidences, donc c'est face et oblique externe. Il y a une double lecture par 2 radiologues et le résultat il doit être donné avec la classification ACR. C'est pris en charge à 100%. Donc les grandes lignes du traitement du cancer du sein, c'est 1, les mesures générales avec la RCP, la consultation d'annonce, la chirurgie, donc soit mastectomie, soit tumorectomie comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite la radiothérapie qui est systématique, donc en cas de tumorectomie on fera la radiothérapie du lit tumoral ou de la paroi thoracique si jamais on a fait la mastectomie. Donc comme on a dit, jamais sur le creux axillaire la radiothérapie. Chimiothérapie, c'est en cas de facteur de mauvais pronostic, donc ça je les ai déjà dit tout à l'heure. L'hormonothérapie, toujours si la patiente elle a des récepteurs hormonopositifs. Et ensuite les thérapies ciblées avec l'herceptine si elle est HER de plus. Pas oublier d'arrêter le THM, bien sûr. Donc maintenant, les grandes lignes de traitement communes à tous les cancers, c'est ce qui est détaillé dans le plan cancer. Donc c'est la consultation d'annonce, le plan avec remise du plan personnalisé de soins, le PPS, la RCP pour la décision thérapeutique. Dans les grandes lignes du plan cancer, il recommande d'inclure les patients dans des protocoles thérapeutiques. Ensuite, c'est les traitements curatifs ou palliatifs. Donc c'est chirurgie, radiothérapie, chimio et thérapie ciblée. Et ensuite, ils insistent beaucoup sur les soins de support. Donc les soins de support en cancéro, c'est la prise en charge de la douleur, des vomissements, la prise en charge de la dénutrition, le soutien psy, tout ce qui est traitement symptomatique et qui entoure le traitement spécifique du cancer. Pas oublier que tous les cancers, c'est une prise en charge à 100% et la surveillance qui est à vie. Donc voilà, on vient de voir un dossier de cancer du sein qui se compliquait d'agranulocytose, enfin d'aplasie fébrile.